Alors, bonjour tout le monde. On va commencer notre séance d'aujourd'hui, qui est intitulée, son titre est intitulé La transmission de deux gènes au cours d'un croisement. Alors, on va voir le cas des gènes liés. Alors, je vais partager avec vous le document. Donc, l'objectif de cette unité, c'est l'appropriation des connaissances relatives aux lois statistiques de la transmission des caractères héréditaires chez les diploïdes. Ainsi, vous pouvez développer des habiletés du raisonnement scientifique, des habiletés de la communication scientifique, aussi développer des attitudes scientifiques. Alors, l'objectif, par contre, de cette séquence, c'est d'analyser et d'interpréter les résultats des travaux expérimentaux dans le cas de la transmission de deux gènes couples d'allèles, c'est-à-dire le cas, on va voir le cas de deux gènes liés. Donc, juste un petit rappel. Alors, qu'est-ce qu'on veut dire par la transmission, l'étude de la transmission de deux caractères déterminés par deux couples d'allèles? On parle alors du cas de dihybridisme. Les deux gènes étudiés peuvent être soit portés sur deux paires différentes de chromosomes homologues, ce sont les gènes indépendants qu'on a vus hier, ou bien portés sur le même chromosome, on les appelle des gènes liés, comme on le montre ici l'image. C'est ce qu'on va voir au cours de cette séance. Donc, comment déterminer si les deux gènes sont liés ou indépendants? Donc, pour répondre à cette question et déterminer le mode de transmission de ces deux caractères, on propose d'étudier et d'exploiter les résultats expérimentaux des croisements réalisés par Thomas Morgan chez la drosophile. Donc, juste un petit rappel avant de passer au cas des deux gènes liés. Alors, pour voir ou bien pour déterminer si les deux gènes sont indépendants ou pas, alors en cas de présence d'une dominance absolue, bien sûr, on doit avoir le résultat suivant, c'est-à-dire au cours d'une autofécondation, le résultat doit donner 4 phénotypes différents avec des proportions telles inégales de 1 sur 16, 3 sur 16, 3 sur 16 et 9 sur 16. Ou bien, lors d'un croisement test, c'est-à-dire lorsqu'on croise un hybride de type F1 avec un double récessif qui est homozygote, ça va donner 4 phénotypes avec des proportions plutôt égales de 1 quart, c'est-à-dire de 25% chacun, où on aura les phénotypes, le pourcentage des phénotypes de type parental égal 50%, ainsi que celui des recombinés. Donc, ces proportions sont le résultat de la ségrégation, c'est-à-dire la séparation indépendante des allèles au cours du brassage interchromosomique et au cours de la méiose, bien sûr, chez les individus hybrides. Et c'est ce qu'on appelle la troisième loi de Mendel. Donc, quand la troisième loi de Mendel elle est vérifiée, elle est justifiée, donc les deux gènes sont indépendants. Si ce n'est pas le cas, donc on va supposer qu'ils sont liés. Donc, commençons maintenant par le cas dans notre séance. Ce sont les cas de deux gènes liés. Donc, je vais vérifier s'il y a des intervenants. Donc, on continue. Donc, voici l'exercice ou bien l'activité qui va nous permettre de déterminer, c'est-à-dire quels sont les cas ou bien comment étudier la transmission et déterminer le cas de deux gènes liés. Donc, cette expérience porte sur des drosophiles. Alors, on cherche à savoir si les gènes sont indépendants ou sont liés. Pour cela, on réalise les croisements suivants.
Donc, le premier croisement portera sur deux drosophiles de race pure, l'une à aile normale et yeux rouges, et l'autre à aile tronquée et yeux bruns. Tronquée et yeux bruns. La première génération F1 donne des hybrides qui portent tous des ailes normales et des yeux rouges. Alors, pour le deuxième croisement, c'est entre une drosophile femelle de la génération F1, donc elle est hybride forcément, avec un mâle double récessif, donc il est homozygote. Ce croisement donne une descendance F2 qui est composée de, comme vous le voyez ici, 4 phénotypes différents avec des proportions inégales. On vous demande d'interpréter les résultats du premier et du deuxième croisement, c'est-à-dire on va réaliser l'analyse et la déduction en même temps pour déterminer le mode de transmission de ces deux gènes et de réaliser l'interprétation chromosomique des résultats de ces croisements. D'accord? Pour le troisième et le dernier croisement, on suggère qu'on croise un mâle de la génération F1 avec une femelle double homozygote. Et ce croisement donne deux phénotypes différents avec les mêmes proportions, d'accord, de 50-50 à ce que je vois. Donc, on va interpréter ces résultats et bien sûr, on va voir ce qu'on peut déduire à partir de ce croisement. Alors, commençons par le premier croisement. On croise deux drosophiles de race pure, l'une à aile normale et yeux rouges, l'autre à aile tronquée et yeux bruns. Donc, quelle est l'analyse qu'on peut effectuer à partir de ce croisement? Quelqu'un peut répondre? On commence par vous, Ayoub. Ayoub, tu actives ton micro, s'il te plaît. Oui. Ah. Donc, il s'agit ici de quel type? Oui. Des hybridismes, car on étudie deux caractères. On étudie deux caractères. Très bien, la transmission de deux caractères. Quels sont ces deux caractères? La couleur des yeux. Oui. Et l'autre caractère, il est en relation avec la forme ou bien la forme des ailes. Très bien. Ailes. Alors, c'est juste. C'est le cas de dihybridisme, puisqu'on étudie la transmission de deux caractères qui sont gouvernés par deux gènes. La deuxième analyse, qu'est-ce qu'on peut analyser à partir? Oui. FA homogène, donc les parents sont de race pure. Très bien. Donc, c'est ça notre déduction. Les parents sont de race pure. Parce que... D'après la première loi de Mendel. Très bien, d'après la première loi de Mendel. Quoi d'autre? Une autre... F1 كتشبه l'un des parents. Très bien, elle ressemble à l'un des deux parents. Donc, on a le donc, cas... on a dans le cas de dominance complète. Très bien. Donc, on est dans le cas de la dominance complète. Quelle est l'aile ou bien l'allèle dominant ici? Il y a les deux allèles dominants. Les allèles dominants sont normales et rouges. Bien l'allèle responsable des ailes normales et l'allèle responsable des yeux rouges. Les deux autres sont donc l'allèle responsable, très bien, brun et l'aile tronquée, ils sont récessifs. Donc reformulons votre réponse. Les individus de F1 sont homogènes, donc les parents sont de race pure selon la première loi de Mendel. Les individus de F1 ressemblent à l'un des deux parents, donc il s'agit de la dominance complète de l'allèle responsable des yeux rouges sur l'allèle responsable des yeux bruns. Donc le premier, on va le symboliser avec grand R et le deuxième avec petit b, vu qu'ils ne nous ont pas donné des symboles à utiliser lors de cette interprétation chromosomique. Donc, on va choisir la première lettre
des deux phénotypes. Celui qui est dominant, on va le mettre en majuscule et l'autre en minuscule. Par contre, pour les ailes normales, la forme des ailes, le gène responsable de la forme des ailes, l'allèle qui est dominant, c'est celui responsable des ailes normales, grand N, et celui des ailes tronquées, il est récessif, donc on va le symboliser avec petit t. Donc, est-ce qu'on peut déterminer à partir de ce croisement déjà, est-ce qu'ils sont, les deux gènes sont indépendants ou pas? Vous pouvez me répondre par oui ou non. Non, non. Les autres, vous devez tous participer, pas seulement Ayoub. Donc, qui va nous faciliter la tâche, c'est grâce au test cross, ou bien ce qu'on appelle le back cross, ou le croisement test, qui va nous permettre de vérifier si les deux gènes sont liés ou indépendants. D'accord. Mbarka, tu m'entends? Oui. C'est à toi de jouer maintenant. Alors, on croise une drosophile femelle de la génération F1 avec un mâle double homozygote. Ce croisement donne une descendance de F1 qui est formée par les phénotypes suivants. Déjà, quel est le type de ce croisement? C'est un dihybridisme. Oui, c'est un dihybridisme, mais le fait de croiser un hybride avec un mâle récessif, comment on appelle ce type de croisement? C'est un... Qui peut l'aider? Gène lié. On peut déterminer directement est-ce qu'il s'agit de gènes liés ou pas. Non, c'est juste le fait que lorsqu'on croise F1 avec C'est un test cross. C'est un Test cross. C'est un test cross, Croisement test. un croisement test, très bien. Et ce croisement donne une descendance qui est formée par combien de phénotypes vous avez ici? 4 phénotypes avec des proportions différentes. Différentes, très bien. Donc, il s'agit d'un test cross car on a croisé un individu de F1 avec un parent double récessif. Et là, le but de ce croisement test ou bien back-cross, c'est de vérifier la ségrégation, c'est-à-dire la troisième loi de Mendel. Alors, F2 est composé, comme vous venez de dire, de 4 phénotypes différents avec des proportions inégales. Et là, on doit calculer les proportions, d'accord? Alors, qu'est-ce qu'on peut, on peut faire On peut faire là? Qu'est-ce qu'on doit faire pour calculer les proportions? 410, par exemple. Alors, je donne Fois 100 alors fois 100 divisé par divisé par la totalité. Très bien, divisé par la totalité des individus. D'accord? Ça va nous donner le résultat suivant. 39,81% pour le phénotype grand N, grand R, c'est-à-dire les ailes normales et les yeux rouges. Pour les autres phénotypes aussi, on obtiendra pour le deuxième qui ressemble, alors ces deux-là qui ressemblent au phénotype parental, d'accord? Ils ont 39-38%. Par contre, N petit b, c'est-à-dire les ailes normales et yeux bruns, et les yeux tronqués et yeux rouges, comment on appelle ce type de phénotype? Type recombiné. Les recombinés, bien sûr. Regardez bien leur pourcentage, il est très faible par rapport au pourcentage des parents. Mais puisqu'on a eu des recombinés, que s'est-il passé alors chez l'individu F1 au cours de la formation des gamètes? Pour avoir des gamètes recombinés, quel est le phénomène responsable de cette diversité? Le brassage interchromosomique. Le brassage interchromosomique, d'accord. On a déjà vu le brassage interchromosomique. Mais lors du brassage interchromosomique, normalement, combien je dois avoir en termes de pourcentage? Ils doivent être tous
avec les mêmes proportions, d'accord? Les proportions égales. Avec des Donc, le proportions brassage égales. intrachromosomique. Donc, c'est un brassage intrachromosomique ici, avec le pourcentage de type parental qui est très élevé par rapport au pourcentage des phénotypes de type recombiné qui est très faible, d'accord? Alors, on va assembler les deux parentales, phénotype parental, ça va donner 78%, et les phénotypes recombinés, ils vont donner, leur somme donne 22%. Donc, il y a donc des individus recombinants et une majorité parentale, très bien, obtenus dans le cas, et ce résultat, il n'est obtenu que dans le cas de deux gènes normalement, on doit avoir 50% de phénotypes parentaux et 50% de phénotypes recombinés. D'accord? Pour dire que ce sont des gènes qui ne sont pas indépendants. Mais puisqu'on n'a pas obtenu le 25% chacun, donc on ne va pas dire qu'ils sont indépendants. Donc on va chercher l'autre hypothèse, c'est qu'ils sont liés. Donc la présence dans la génération F2' des individus de phénotypes recombinés est due au brassage intrachromosomique, car il produit des proportions inégales de gamètes. En conséquence, on peut conclure que les deux gènes étudiés n'ont pas suivi la loi de ségrégation indépendante. Ça veut dire que F1, lorsqu'il a donné des gamètes, ils n'étaient pas avec la même proportion, d'accord? Avec les mêmes proportions. Et donc, dans ce cas, les gènes sont donc liés avec une liaison qui est dite partielle, puisqu'il y a eu un brassage intrachromosomique. Pour l'interprétation chromosomique, puisqu'on a déjà supposé que les deux gènes sont liés, ça veut dire portés par le même chromosome, donc on doit les symboliser avec deux traits qui sont liés, d'accord? Donc déjà on a dit que les deux parents, l'un il est dominant et l'autre il est récessif lors du premier croisement, d'accord? Et que F1 elle est homogène, donc les deux parents sont de race pure, alors ils seront homozygotes. Le cas d'un individu homozygote, il va pouvoir nous donner un seul type de gamète, celui-là N grand R et l'autre T petit b, donc 100%, celui-là c'est 100% de NR. L'union de ces deux gamètes pourra obtenir une cellule œuf qui va donner un individu, des individus de F1 par la suite. On obtiendra alors 100% de NR, c'est-à-dire des ailes normales et yeux rouges, mais ces individus F de F1, ils sont hybrides, obligatoirement, puisque la première loi de Mendel, elle est vérifiée. Passons maintenant au deuxième croisement, il y a le back-cross. Alors là, je vais demander à une autre personne d'intervenir. Fedoui Ilham, tu m'entends? C'est bon? Ton micro fonctionne? Oui. Très bien. Alors, tu peux me donner le deuxième croisement? Tu veux que je retourne au document? Oui. Le voici. On croise une drosophile de la génération F1 avec un mâle double homozygote qui a les ailes tronquées et les yeux bruns. Donc F1, son phénotype, on l'a déjà vérifié tout à l'heure, on l'a déjà dit. Il est dominant, d'accord? Et l'autre, il est récessif. Ça y est? Je reviens à notre diapositive. D'accord. Allez-y. Les individus F1, déjà,
ils sont grand R, grand N, grand R, d'accord? Ils sont dominants. Et le deuxième, il sera, deuxième parent, récessif, c'est-à-dire N, grand N, grand R, avec un hybride. l'hybride Petit de P. quel phénotype? Pardon, le parental, le Petit P. parent récessif, il sera de quel phénotype? Petit T, petit P. Très bien. Grand N, grand R, petit P, petit B. Donc, oui, continue. Grand N, grand R, petit T, petit B. Donc, il sera Hétérozygote. hétérozygote. Très bien. Et celui-là, il sera homozygote. C'est grand. Les gamètes qu'on peut obtenir à partir de F1. Les types de gamètes. Grand N, grand N, grand R, Oui. petit T, petit B, grand N, petit B, petit T et grand R. Très bien. Quels sont les pourcentages de ces gamètes? Est-ce qu'ils sont de 25%? Non. Non, puisque la troisième loi de Mendel donc n'est pas vérifiée. Donc, on obtiendra ici 50% des gamètes de type grand N, grand R, petit t, petit b, et ici 100% petit t, petit b. Donc la génération obtenue, le deuxième croisement, est-ce qu'il a donné ça? Il a donné 4 phénotypes, donc il y a un décalage pour les diapositives. Bon, je m'excuse. Normalement, oui. D'accord, je poursuis. Normalement, sans brassage intrachromosomique, d'accord, on va vérifier le premier cas pour passer au deuxième. Alors, sans brassage normalement intrachromosomique, on obtiendra à partir de l'hybride F1 seulement deux types de gamètes, d'accord? Et donc, l'échiquier de croisement sera de 50% grand N, grand R et de 50% petit t, petit b. Dans ce cas-là, est-ce qu'il s'agit du même résultat qu'on a trouvé lors de l'expérience, c'est-à-dire les résultats expérimentaux? Non. Parce qu'on a, oui, lors des résultats, on a trouvé 4 phénotypes différents, alors que ici, on nous donne juste 2 phénotypes. Donc là, c'est une erreur qu'on doit rectifier. On ne peut pas avoir sans brassage les mêmes résultats. Donc, qu'est-ce qui s'est passé au niveau de F1 lors de la formation des gamètes? Il a subi un brassage intrachromosomique et donc, il va donner, voici le brassage intrachromosomique. Donc, c'est un échange de fragments de chromatides entre les deux chromosomes homologues et on obtient à la fin 4 phénotypes différents avec des proportions qui sont différentes aussi. D'accord? Alors, la bonne réponse sera que F1 va produire la femelle, puisque F1 il va produire 4 phénotypes avec des proportions qui sont inégales, et celui qui est birécessif donnera un seul type de gamètes, d'accord? Et lors de l'union de ces deux gamètes, mâle et femelle, on obtiendra dans le premier cas, la première colonne, 39,81% de NR. Ici, qu'est-ce qu'on va obtenir? Allez-y. Oui. Grand N, petit P. Grand N. Et la troisième case? Petit R, petit T, grand R. Très bien. Et la dernière? Petit P, petit T. Petit T, petit P. Très bien. Donc, là, on peut dire que les résultats sont conformes aux résultats expérimentaux. Très bien. Et grâce à quoi? C'est grâce à ce brassage intrachromosomique.
Donc, on doit bien faire attention est-ce qu'il y a eu un brassage ou pas pour, par la suite, pour avoir de bons résultats à la fin. Donc, les résultats théoriques sont conformes aux résultats expérimentaux. On dit donc que la femelle, puisque la femelle F1, c'est elle qui a subi le brassage, parce que pour avoir ces 4 phénotypes différents, c'est grâce à F1, et non pas à l'individu qui est le parent qui est homozygote, qui est birécessif, puisque celui-là, il a donné qu'un seul type. Donc, cette diversité des gamètes qu'on va obtenir en génération F2, c'est grâce à l'individu F1 qui est hybride et qui a subi un brassage intrachromosomique. Donc là, on va dire que chez la femelle de la drosophile, le brassage chromosomique se fait lors de la gamétogenèse. C'est un brassage intrachromosomique, c'est un crossing over. Donc ce sont deux gènes relativement liés avec crossing over, ou bien avec linkage relatif. On peut dire aussi linkage relatif. Passons maintenant au 3e croisement. Prenons un autre candidat ici. Alors, donc, Samia Tabt, tu es là? Oui, madame. Très bien. Donc, le 3e croisement. On croise un mâle cette fois-ci de la génération F1. C'est un mâle, c'est pas une femelle comme lors du 2e croisement. Avec une femelle double homozygote. Et ce croisement donne une descendance F2' composée de L normales et des phénotypes avec des L normales, des individus qui ont un phénotype L normal et yeux rouges et des individus avec un phénotype L tronqué et yeux bruns. Alors déjà, qu'est-ce que tu peux l'analyse de ce croisement? Qu'est-ce qu'on va dire? Avec un. Donc c'est un test cross. Très bien. On croise F1 avec un birécessif. Qu'est-ce qu'elle a donné le croisement? Combien de phénotypes il a donné? Regarde bien ici. Combien de phénotypes? 2 phénotypes. 2 phénotypes différents. Très bien. Alors, les pourcentages de ces 2 phénotypes, est-ce qu'ils sont avec des proportions égales? Non. Non. Si on transforme 170 en pourcentage, ça va donner combien à peu près? Donc, c'est 170 multiplié par 100 divisé par la totalité, d'accord? La même chose ici. Donc, on aura juste une différence au niveau de la virgule. Ah oui. Donc, ils seront à peu près avec les mêmes proportions, d'accord? Très bien. Alors, on va... Ici, les phénotypes qu'on a obtenus, est-ce qu'ils sont de type parental ou bien recombinés? Moi, je vous pose des questions que vous devez vous poser lors quand vous étudiez un croisement, d'accord? Ce sont des phénomènes des phénotypes parentaux. Parentaux bien recombinés. Mbarka. C'est Mbarka qui veut dire recombiné. Les ailes normales et yeux rouges, c'est de F1. Et tronqués et yeux bruns, ce sont du parent 2 qui est récessif, d'accord? C'est le phénotype de la femelle, du parent femelle, d'accord? Dans ce cas, on voit qu'il n'y a pas de recombiné. Ça veut dire quoi qu'il n'y a pas de recombiné? Qu'est-ce qui ne s'est pas passé? Le brassage. Il n'y a pas eu de brassage, très bien. Donc, on peut avoir un test cross avec des résultats comme 2 phénotypes chez la génération qui est composée de 2 phénotypes différents avec le même pourcentage, d'accord? Mais ce sont des phénotypes parentaux.
Dans ce cas, on dit que les recombinés n'ont pas eu lieu. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu de brassage intrachromosomique. D'accord? Passons maintenant à l'interprétation des résultats. Déjà, le fait de dire une chose pareille, ça veut dire que les deux gènes, ils ne sont pas indépendants, ils sont liés, mais liés sans brassage intrachromosomique. D'accord? Ils sont liés, mais il n'y a pas eu, ou bien la génération la génération F1 n'a pas subi de brassage intrachromosomique. Donc, passons maintenant à l'interprétation. L'absence de phénotype ovale intrachromosomique. Très bien. Donc, le troisième croisement entre drosophile mâle et drosophile femelle récessif donne une génération F2', qui est composée de deux phénotypes parentaux, de type parentaux, et on a l'absence de phénotype recombiné qui est due à l'absence du brassage intrachromosomique. Donc, la troisième loi de Mendel n'est pas vérifiée, puisqu'on n'a pas eu de recombiné déjà. Et donc, il s'agit ici du cas de gènes liés. Mais est-ce qu'ils sont relativement liés ou bien absolument liés? Absolument liés, ça veut dire avec un linkage absolu, c'est-à-dire sans brassage. Donc, les phénotypes sont les suivants. Donc, à peu près, ce qu'elle a dit demoiselle tout à l'heure, ils ne sont pas avec les mêmes proportions. Donc, c'est presque les mêmes proportions. On a 50, le même pourcentage, 50,49, donc c'est à peu près la même chose. D'accord? On dit que les résultats expérimentaux montrent que l'hybride F1 produit seulement deux types de gamètes parentales. Et donc, la troisième loi de Mendel n'est pas vérifiée. Dans ce cas, on déduit que, oui, que le mâle, cette fois-ci, c'est chez le mâle. La femelle de la drosophile n'a pas eu ce problème. Mais le mâle de la drosophile, il comporte deux gènes qui sont absolument liés sans crossing over. Ou bien, on dit tout simplement avec linkage absolu. Très bien. Donc, qu'est-ce qu'on doit retenir? Pour déterminer si les deux gènes étudiés sont liés ou pas, on doit vérifier le résultat du test cross, ou bien le back cross. Si le test cross nous donne une génération avec deux phénotypes parentaux de même proportion, comme on vient de voir maintenant, de 50-50, on dit dans ce cas que les gènes sont absolument liés et qu'on a l'absence du crossing over, c'est-à-dire sans crossing over. Ou bien, on vous donnera un test cross avec des résultats différents, avec 4 phénotypes, 2 recombinés et 2 parentaux, mais avec des proportions qui sont inégales. Pas comme on a vu dans le cas des indépendants. On a obtenu comme résultat un quart pour chaque type de gamètes. Ici, ils n'ont pas les mêmes proportions. Et donc, on ne peut pas dire que la troisième loi de Mendel elle est vérifiée. Dans ce cas, on dit que les phénotypes parentaux leur pourcentage est très élevé par rapport à celui des phénotypes recombinés. Et donc, les gènes sont relativement liés avec présence de crossing over ou bien avec linkage relatif. Une dernière chose, avant de passer à un exercice d'application. Donc, voici un tableau qui résume ce qu'on vient de dire au bilan. Je vais vous l'envoyer par la suite. Donc, une dernière chose, c'est l'établissement de la carte factorielle qui est en relation avec le brassage intrachromosomique dans le cas des gènes liés. Donc, qu'est-ce que c'est la carte factorielle? Alors, la carte factorielle, c'est tout simplement une représentation de l'emplacement des gènes, comme vous le voyez ici, très bien, mais à condition que les gènes soient liés. Donc, c'est le remplacement sur le chromosome qui les porte en respectant une distance entre eux. C'est cette distance qu'on va essayer de déterminer pour voir est-ce qu'il y ait... Donc, plus la distance est grande, plus il y aura de possibilités pour le brassage intrachromosomique, et donc on aura des recombinés
le pourcentage des recombinés, il va augmenter. Et plus la distance, elle est faible, donc moins le brassage, on aura moins de brassage intrachromosomique, et donc le pourcentage des phénotypes recombinés seront avec des proportions plus faibles. Alors, pour une raison physique, il est plus facile aux gènes de se recombiner lorsqu'ils sont plus distancés l'un de l'autre. Ainsi, plus la distance qui sépare les gènes est grande, plus les enjambements au les crossing over, le brassage intrachromosomique est facile, et donc plus la fréquence des recombinaisons augmente, et plus il y a des phénotypes recombinés. Donc la fréquence des recombinés permet de mesurer la distance génétique. Donc, si on veut déterminer cette distance, on se base sur le pourcentage des recombinés et non pas sur le pourcentage des phénotypes parentaux. Alors, on va passer à l'application pour voir si vous avez compris. Alors, quelles sont les étapes de la réalisation de cette carte factorielle? Donc, tout d'abord, on doit déterminer le pourcentage des phénotypes recombinés en utilisant la formule suivante. Donc, toujours, on multiplie par 100 et on divise par le nombre total des individus. Tout à l'heure, lors de l'activité précédente, les individus recombinés, ils étaient de 109 et 111. Donc, on va les multiplier cette somme par 100 et diviser par la somme totale, elle est de 1030. Vous pouvez revenir au document si vous voulez pour vérifier. Donc, le résultat donne 21,36%, mais 1% représente 1 centimorgane. Donc, la distance ici, c'est 21,36 centimorgane, tout simplement. Sachant que 1% des types par recombinés représente 1 centimorgane. Alors, la représentation du chromosome se fait par la réalisation d'un trait. On va dessiner un trait sur lequel on dispose les locus, c'est-à-dire l'emplacement des gènes étudiés, en indiquant et respectant la distance qui les sépare, comme le montre ici l'image. Alors, je trace deux lignes, d'accord, qui forment les chromosomes. Vous avez ici, on va placer le premier gène, par exemple, qui est responsable de la forme des ailes, normale ou tronquée. Et on va calculer combien. Donc, ici, vous devez choisir l'échelle que vous voulez. Soit vous allez prendre 21 cm pour 1 cm, 1 centimorgane. Donc là, vous aurez 21,36 cm au total. Soit on change d'échelle. Pour 1 cm, par exemple, on obtient un demi-centimorgane. Et là, on aura juste à tracer 10, quelques centimètres pour avoir la distance qui sépare entre les deux gènes. Mais pour calculer 10, c'est juste pour représenter le deuxième gène. Mais au final, on doit représenter sur le document, sur la carte factorielle, la distance réelle qu'on a trouvée tout à l'heure, c'est 21,36 cm en centimorgane. Donc le but, ou bien l'intérêt du brassage intrachromosomique, qu'on a déjà vérifié dans le chapitre dernier, c'est qu'il permet la diversité génétique des gamètes et donc la diversité génétique des individus de la même espèce. Et là, on vient d'admettre qu'il permet la réalisation des cartes factorielles en calculant la distance génétique entre deux gènes différents, mais qui sont liés. Alors, voici un petit exercice d'application, d'accord, que je vais vous demander de répondre à ces deux questions, d'accord. Et vous allez par la suite le faire sur un bout de papier, ou bien le cahier d'exercice. Vous allez photographier là la page, le résultat que vous avez trouvé, et vous l'envoyez au niveau du Microsoft Teams ou bien sur WhatsApp. Comme ça, je pourrai visualiser votre résultat. D'accord? Oui, Très bien. Les autres? d'accord. Est-ce qu'il y a des questions à poser? Non.
Non, Non, c'est bon? non, professeur. Très bien. Alors, je vous laisse le temps, 10 minutes, une bonne 10 minutes, ou bien 15 minutes au maximum pour me rendre vos résultats, d'accord? Allez-y, commencez. La discussion, la réunion sera toujours en cours, d'accord? Elle sera toujours en cours et j'attends vos résultats.